Bonsoir. Donc le sujet évoqué ce soir, à savoir le transhumanisme, est un sujet extrêmement complexe qui a déjà donné lieu à une bibliographie extrêmement étendue. Et j'ai choisi un peu la voie de la facilité, c'est-à-dire de me dire c'est tout à fait impossible de trouver 36 bouquins, les lire, etc. Et j'ai choisi d'en prendre un seul, à savoir celui-ci, La fabrique du post-humain, du père Verlinde, qui lui-même a vraiment lu un nombre assez considérable de livres. Donc il a dans son sous-jacent à son travail une bibliographie assez étendue. Et par rapport à l'ensemble de son livre, qui est lui-même complexe, vous en avez le plan en dernière page, à la page 8, si vous voulez. Et de ce livre, on va simplement regarder l'introduction, un nouveau paradigme, point d'interrogation. Et puis, on va sauter toute la première partie qui concernerait la question de l'informatique et de la robotique, bien que ce soit passionnant, mais vraiment, c'est impossible de faire le tour ce soir, on aurait la migraine à la fin de la soirée. Et on va sauter sur la deuxième partie du livre, une recherche de superbiologie, et là-dedans, en ne prenant que le point 4, à savoir la question des biotechnologies, de la bionique et des biotechnologies. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus large que cela, et encore, dans son livre, il y a un certain nombre d'aspects qui ne sont absolument pas abordés, par exemple les aspects sociaux du transhumanisme, économiques, politiques aussi, ne sont pas abordés. J'ai été tenté d'intituler la réflexion « Le délire transhumaniste ». On ne sait pas très bien s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer, ou les deux à la fois. Et on pourrait bien sûr explorer le transhumanisme sur deux pistes successives. Donc la première serait la piste informatique-robotique, qui fait l'impasse sur la réalité corporelle et réduit l'être humain à une machine à traiter de l'information. Et puis la piste de la superbiologie, qui ambitionne non seulement d'augmenter nos capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles, mais aussi d'endiguer, de retarder et d'éliminer la maladie, la vieillesse et même la mort. Donc c'est ce versant qu'on va essayer de prendre ce soir à partir de ce livre. Si ça peut vous mettre en appétit pour ouvrir d'autres livres, faire d'autres recherches, il y a plein de sites sur Internet aussi qui sont dédiés à cette question et que vous pouvez butiner, mais c'est toujours assez complexe. La question du transhumanisme comme nouveau paradigme, du moins ce qu'on appelle Humanité Plus, vous allez voir, la vulgarisation du terme Humanité Plus et transhumanisme date des années 90. Le sens qui prévaut actuellement peut se tirer de son étymologie. L'humanisme, système qui met au premier plan de ses préoccupations le développement des qualités essentielles de l'être humain, qui valorise l'humain, les humains. Le transhumanisme ne retire de cette définition que la perspective d'un progrès vers une nouvelle humanité et qui ne sera pas le fruit d'une avance culturelle, mais qui sera fabriquée par le biais des nouvelles technologies. Donc le suffixe trans, suffixe latin qui signifie de l'autre côté, traverser, appelle une modification, un changement. L'humanisme, au fond, n'est cité que pour désigner ce qui doit être traversé en vue de son dépassement. Le terme dans son entier suggère alors que nous serions des humains de transition, en route vers de nouveaux modes d'existence, plus performants que le nôtre.
Cette prétention de travailler à l'avènement d'une humanité nouvelle a conduit certains interprètes à rapprocher le transhumanisme de la gnose, donc de ces courants de connaissances ésotériques. L'hermétisme, c'est un peu la même chose. L'hermétisme, ça, une collection de courants ésotériques regroupés sous le Hermès Trismégiste dès l'Antiquité. Nous ne trouvons pas dans le transhumanisme la quête d'un savoir qui donnerait accès à une transformation spirituelle de l'homme. Le transhumanisme n'est pas un scientisme qui attendrait le salut du développement de la science. Il fonde tous ses espoirs dans le développement des biotechnologies et d'autres technologies qui permettront de dépasser les contraintes de l'évolution biologique. Nous pourrions alors passer d'une évolution subie, comme on pense que c'est le cas actuellement, à une évolution librement choisie, totalement maîtrisée par l'homme, et ainsi décider de l'avenir de l'humanité. Ce courant est né aux États-Unis dans le contexte de la contre-culture des années 60. Le mouvement s'est progressivement organisé en réseau, regroupement des associations transhumanistes, dispersées dans le monde entier, sous l'égide de la World Transhumanist Association, WTA, 98, et qui est rebaptisée Humanité Plus 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, en 2008. Donc, regroupement de diverses associations transhumanistes dispersées dans le monde entier. L'idée directrice est la suivante: puisque les progrès de la médecine nous permettent de rester toujours plus longtemps performants, physiquement et mentalement, ce processus d'assistance technique doit se développer. Il doit devenir une priorité absolue, tant chez les citoyens que dans le corps politique. Le transhumanisme considère en effet que certains aspects de la condition humaine, tels que le handicap, la souffrance, la maladie, la sénescence ou la mort subie, constituent des anomalies indésirables qu'il est urgent d'éradiquer. Bonne nouvelle. Retarder le plus possible le processus du vieillissement, repousser au maximum les limites corporelles, relève de l'exigence. Il faut améliorer nos facultés, voire même nous doter de capacités dont la nature ne nous a pas pourvus. Donc ce projet ambitionne de créer un humain plus fort par l'élaboration d'un corps plus performant, plus résistant, plus intelligent grâce aux puces électroniques et autres implants cérébraux. Si je vous avais, je me suis fait mettre là. Plus heureux par l'utilisation de la neuropharmacologie et, si possible, immortel ou amortel par le biais de la médecine régénératrice. Rien que ça. L'humanité ne devrait avoir aucun scrupule à utiliser toutes les possibilités de transformation offertes par les sciences pour se transcender, ce qui explique que l'homme accepte de devenir un objet d'expérimentation pour la technologie, un être en perpétuelle transformation, perfectible, modifiable jour après jour en fonction de l'évolution du projet qu'il élabore, du projet qu'il réalise sur lui-même. Le transhumanisme nous invite donc à prendre en main l'évolution de notre espèce. Inutile de subir l'usure des longues périodes requises par l'évolution naturelle. On va accélérer, on va booster. La technologie nous permet d'accélérer le temps et même d'orienter l'évolution selon nos propres choix. Un lobby transhumaniste particulièrement puissant est déjà à l'œuvre pour diffuser cette vision d'une humanité en perpétuel perfectionnement par l'intégration des nouvelles technologies. L'entrisme des transhumanistes est particulièrement impressionnant. La NASA et l'ARPANET, qui est l'ancêtre militaire d'Internet, ont été aux avant-gardes du combat transhumanisme, et de nos jours, Google est devenu
le principal architecte de ce nouveau paradigme. Abordons un point particulier qui est celui de ce qu'on appelle le concept de singularité. Certains des concepts forgés par les transhumanistes synthétisent la philosophie et la visée du mouvement, tels que la singularité ou la convergence NBIC. On va y revenir. Ce concept de singularité technologique, se fonde sur l'hypothèse que la courbe de la croissance technologique qui est en cours, cette courbe atteindra bientôt un point hypothétique, la fameuse singularité, qui verra l'avènement d'une intelligence artificielle dont les performances dépasseront celles du cerveau humain. Au-delà de ce point, ces intelligences artificielles se débrouilleront toutes seules, elles assureront leur propre progrès et en concevront d'autres qui seront de plus en plus performantes. Il en résultera une accélération spectaculaire de la croissance technologique qui aura des répercussions imprévisibles sur la vie des humains. La première machine ultra intelligente que l'homme construira sera par le fait même sa dernière invention. Bon, ça c'est des hypothèses. Alors, il y a des tas de gens pour accréditer ce type d'hypothèse de temps en temps en disant, je ne sais plus qui on a entendu récemment qui disait, oui, faites attention, c'est proche. Enfin, voilà. Donc ce concept de singularité, la croissance technologique va bientôt atteindre un palier, et puis on va passer la main, au fond, à l'intelligence artificielle. Il est significatif que ces recherches qui commencent enfin à susciter l'intérêt des Européens soient portées aux États-Unis par GAFAM, acronyme désignant 5 entreprises américaines, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. GAFAM. Lorsque la singularité sera atteinte, l'homme n'aura plus le choix. Soit il se laisse dépasser et asservir par les machines, soit il branche son cerveau sur une intelligence artificielle afin d'augmenter ses capacités intellectuelles et de tirer profit de cette évolution exponentielle. Une telle évolution qui, au-delà de la tonalité futuriste, annonce une véritable révolution anthropologique, est rendue possible grâce au développement conjoint d'un ensemble de disciplines dont les travaux convergents ouvrent des perspectives insoupçonnées. Donc ces disciplines concernent 4 domaines, les plus prometteurs de la recherche scientifique contemporaine, ce qu'on appelle les NBIC. Entendez les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences informatiques et les sciences cognitives ou de cognition. Donc ces technologies pourront se substituer aux organes déficients. C'est ce qu'on appelle l'homme réparé. Donc on va suivre un petit peu ce parcours dans notre exposé ce soir. L'homme réparé. Ensuite, améliorer les performances des organes sains. L'homme transformé. Ensuite, créer de nouvelles aptitudes non offertes par la nature. L'homme augmenté. Voire même conduire à la création d'êtres vivants artificiels auto-réplicants, capables de se dupliquer eux-mêmes. Donc on est dans le domaine du post-humain, d'où le titre du livre « La fabrique du post-humain ». Ça va, on est dans un autre monde. Le terme de grande convergence veut signifier que les avancées dans un de ces 4 domaines, donc nanotechnologie, N, l'infiniment petit, ou bien la fabrication du vivant, B, biotechnologie, ou encore les machines pensantes, I, informatique, ou encore l'étude du cerveau humain, C, les sciences cognitives, une avancée importante dans un de ces 4 domaines va entraîner ipso facto un progrès dans les 3 autres.
On est obligé d'ajuster les 3 autres. Et cette synergie devrait permettre de décupler la puissance de la recherche et conduire à des avancées spectaculaires. Donc on passe la première partie et puis on se rend directement sur la question de la superbiologie, de la bionique, des biotechnologies. Grâce au progrès technologique, les transhumanistes ambitionnent non seulement d'augmenter nos capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles, mais aussi d'endiguer, de retarder, d'éliminer la maladie, la vieillesse, la mort, on l'a dit. Et cet état de super santé, auquel les tenants de ce courant espèrent parvenir, équivaudrait à la mortalité, la non-mort. Tel est le projet des biotechnologies, où la synergie entre la biologie, la biochimie, la biophysique, la génétique, la biologie moléculaire et l'informatique conduit à l'émergence de la neuropharmacologie, des thérapies géniques, de la nanomédecine et de la médecine des implants. Donc on va faire un petit parcours en commençant par le plus simple, les prothèses chimiques. La conception biochimique de l'être humain conduit au développement exponentiel de la médicalisation des comportements. Selon cette conception, il suffit de trouver la molécule chimique appropriée pour permettre d'améliorer nos prestations, d'ouvrir de nouvelles perspectives d'action, ou encore de modifier nos humeurs. Si vous n'êtes pas content de votre curé, vous lui faites absorber une petite potion magique pour améliorer son humeur du moment. Ceci se vérifie déjà dans le domaine sportif, avec la mise sur le marché des molécules de doping physique, toujours plus puissante. Mais c'est surtout dans la pharmacologie cérébrale, les psychotropes, que les recherches sont les plus ambitieuses, visant à améliorer notre mémoire et nos capacités mentales par l'usage des produits chimiques, ce qu'en anglais on appelle le neuroenhancement. L'antidépresseur Prozac et autres produits assimilés, réputés augmenter la confiance en soi, est déjà consommé par 10% de la population américaine. Dans les universités américaines, les étudiants font aussi usage de divers brain boosters ou neuroenhancers, tels que l'Adderall, le Modafinil, le Donepezil. Je n'utilise pas beaucoup, c'est pour ça que je ne suis pas à l'aise. Stimulant la mémoire et augmentant les capacités de concentration. Donc on est dans le chimique. Aujourd'hui, dans certaines écoles, on vous proposera de la sophrologie dans les examens, mais là c'est autre chose, et on est dans l'utilisation de produits chimiques. Une citation de Marie-Jo Thiel, dans son livre « La santé augmentée, réaliste ou totalitaire », avec l'enhancement, les perspectives classiques de la médecine et de la tradition humaniste, visant à guérir, prendre soin, réparer pour vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions, ces perspectives classiques laissent place à une volonté radicale de transformation et de dépassement de l'humain, mettant en œuvre un nouvel humanisme portant l'empreinte de ce toujours au-delà, toujours plus loin, incarné avec un préfixe trans ou post indiquant cet objectif. La médicalisation à outrance de l'existence, le healthisme, santéisme, ne cache pas son but ultime, la santé parfaite, qui implique la victoire sur la mort, considérée comme une pandémie que l'on pourra bientôt éradiquer. Donc, il y a encore du travail à faire. Il suffit pour cela de déceler la cause du vieillissement, considérée comme une pathologie. La recherche porte non seulement sur les molécules chimiques permettant de ralentir ce processus de vieillissement, par exemple la télomérase, mais aussi sur la recherche du gène responsable de cette pathologie, le vieillissement, ou encore l'utilisation des cellules souches embryonnaires comme source de cellules appelées à remplacer les cellules vieillissantes. Edgar Morin
concluait son livre L'homme et la mort en 1976 par ces mots: la mort n'est pas une nécessité de la vie organique. Il fondait cette affirmation sur le fait que nos cellules germinales sont potentiellement immortelles. Cellules germinales. Elles se transmettent par scissiparité. Vous voyez ce que c'est, hein? On apprenait, non? Scissiparité, non? C'est-à-dire par séparation, division, par division, au début de l'embryon, par division. Voilà. Nos cellules germinales, donc, se reproduisent par scissiparité, se transmettent par scissiparité de génération en génération depuis les origines. Seules sont mortelles en nous les cellules somatiques, résultat d'une différenciation qui constitue l'individu que nous sommes et qui meurt avec lui. Je pense qu'il y a une faute là. Le philosophe Jean-Michel Beignet commence à se faire insistante la conviction que la mort est liée à la sexualité et que sa suppression passerait par un régime de reproduction par scissiparité, tel que nos technologies, toutes dominées par l'objectif de réplication, pourraient le réaliser. Bon, pure hypothèse. Voilà comment l'immortalité devient populaire et la médecine régénérative une source d'espérance susceptible de relayer les religions de toujours. En attendant que ces projets se précisent, vous avez une solution qui serait la cryogénie, qui propose aux personnes intéressées de plonger leur corps au moment du décès dans l'azote liquide à moins 196 degrés afin de conserver l'espérance de pouvoir le ramener à la vie lorsque les avancées de la médecine permettront d'assurer l'immortalité. Walt Disney. Walt Disney. Non, mais Walt Disney là-dedans. Ouais. Ouais. Hibernatus. Hibernatus. Ouais. Ouais. Ça, c'est la marque de la cryogénie, de l'azote liquide. Mais la cryogénie, elle existe déjà au niveau des sportifs. C'est-à-dire? Eh ben, pour rendre leur performance plus importante, ils sont plongés justement dans des bacs, enfin c'est une espèce de caissons en fait, et à moins je ne sais pas combien, et puis après ça... Ouais. Oui, ça j'ai vu ça. Et ça dure combien de temps? Oh, je sais pas. Ah non, ça dure très peu, mais Oui. tous les peuples nordiques font ça, Oui, oui, l'alternance oui. entre le froid et le chaud. Oui. Ouais. Oui, ça c'est de Mais là, c'est quand on est mort. Hein. Enfin, là, c'est quand on est mort, oui. Ah oui, c'est une cryogénie définitive. Bah, il y en a qui il y a des centres maintenant pour ça. Ça laisse un froid, quoi. Le sport finlandais, c'est la chaleur, le froid, la chaleur, le froid. C'est efficace quand même. Ah bah oui, c'est très efficace pour les sportifs. Ah, c'est vachement Ah bien. oui, oui. Ah oui, hein, c'est... Que dans? Pour les C'est sportifs, efficace. c'est très Ouais, efficace. ah oui, C'est- ouais. c'est- Alors, une petite pause réflexive. On peut s'étonner de l'optimisme des transhumanistes qui semblent faire fi du second principe de la thermodynamique, à savoir la croissance de l'entropie dans l'univers pris dans son ensemble, croissance de la dégradation, si vous voulez. Aussi, Eric Drexler émet-il quelques réserves. La mort physique, bien que largement différée par la réparation cellulaire, demeurera inévitable pour des raisons enracinées dans la nature même de l'univers. Parler d'immortalité au lieu de longue vie serait ignorer les faits et faire une mauvaise utilisation des mots. Donc vous voyez qu'il y a différentes écoles. Dans une réflexion ultérieure, il faudrait approfondir les conséquences sociales de la longévité future de la population. L'histoire humaine n'a jamais connu de société dont l'âge moyen dépasserait 70 ans. Que dire si cet âge s'élevait notablement, comme le prophétisent les transhumanistes? Francis Fukuyama pressent que le changement de relation avec la mort va entraîner une modification du rapport à la vie.
il se peut qu'elle soit considérée non comme un aspect naturel et inévitable de la vie, mais comme un mal évitable tel que la poliomyélite ou la rougeole. S'il en est ainsi, accepter la mort apparaîtra comme un choix irraisonné. Vous voyez le renversement de perspective. Comme un choix irraisonné, non pas comme quelque chose que l'on puisse envisager avec noblesse ou dignité. Les gens seront-ils toujours disposés à sacrifier leur vie pour autrui, alors que leur propre vie pourrait s'allonger indéfiniment? Vont-ils s'accrocher désespérément à cette vie que la biotechnique offre, ou la perspective d'une vie indéfiniment vide leur apparaîtra-t-elle tout simplement insupportable? Donc, citation du livre de Francis Fukuyama, La fin de l'homme, les conséquences de la révolution biotechnique. Reprenons notre parcours. Donc, on avait commencé par l'impact de la chimie, les prothèses chimiques. On va un peu plus loin avec la question du génie génétique. Retraçant l'évolution historique de l'application de la cybernétique aux mécanismes biologiques, Bernard Claverie explique: un premier projet a été celui du décodage du langage du vivant. Un second sera, au tournant du siècle, celui de sa manipulation. Le but fut d'abord de comprendre et de théoriser, puis viendra le moment d'agir. Il ambitionne aujourd'hui la réparation des erreurs de l'information biologique, la minimisation des bruits, le filtrage de l'information génétique pour en éliminer les scories ou les programmes des maladies, voire ceux responsables de la mort programmée. L'enjeu sera bientôt de permettre à l'homme une vie saine et quasi éternelle, quitte pour certains à mettre en œuvre un dépassement transhumaniste par une nouvelle espèce qui survivra à l'Homo sapiens. Donc c'est une citation d'un livre écrit en 2014 de la cybernétique au NBIC. Donc il dit vers 2050. Voilà. Nous pourrons bientôt avoir accès à notre constitution génétique de manière à prévoir les risques de maladie. Nous pourrions également optimiser le génome des enfants à naître, ce qui suppose que la technologie nous offre les moyens de rectifier les erreurs de la nature qui affectent notre corps imparfait, inachevé. Mais ça, c'est en cours, la question du génie génétique. C'est tout à fait en cours. Une petite pause réflexive sur cet aspect. Le diagnostic préimplantatoire permet d'éviter de transmettre une maladie génique déjà identifiée dans une famille, mais la tentation est grande de ne pas s'en tenir aux maladies génétiques d'une particulière gravité et reconnues comme incurables, et d'en arriver à la production de bébés à la carte. Déjà, dans la pratique, la sélection préimplantatoire est un tri eugénique sans visée thérapeutique, puisqu'on ne cherche pas à guérir des embryons porteurs de la maladie visée, mais à les éliminer avant qu'ils ne puissent développer la pathologie. De là à pousser plus loin la sélection pour ne retenir que les embryons les plus prometteurs, ceux qui ont le plus de chances d'être performants, il n'y a qu'un pas qu'on franchit effectivement. Cet eugénisme démocratique pourrait bien se compléter lorsque l'ingénierie le permettra d'un bricolage génétique visant à fabriquer un homme nouveau. La logique sous-jacente n'est-elle pas de parvenir progressivement à maîtriser l'évolution? Voici que la possibilité nous est offerte de contrôler la diversité spontanée produite au niveau génétique pour ne garder que ce qui est conforme à nos critères. En supposant que la génétique permette un jour prochain de fabriquer des enfants génétiquement avantagés,
Ce genre de manipulation, très onéreuse, ne sera accessible qu'aux catégories sociales les plus aisées. Comme la démocratisation de ces technologies semble utopique, le fossé entre les génétiquement nantis et puis les autres ne peut que se creuser au fil des générations. Comment éviter dès lors que l'eugénisme positif ne se double d'un eugénisme négatif, c'est-à-dire de l'élimination de ceux dont la vie ne sera plus jugée digne d'être vécue? On est déjà dans ces perspectives. Ajoutons dans la rubrique des risques non négligeables que les progrès en matière de biotechnologie, et en particulier le décryptage complet de nombreux génomes pathogènes, permettront bientôt de créer des virus artificiels dont l'éradication pourrait s'avérer particulièrement difficile. Cette perspective n'est hélas pas une fiction irréalisable. Les biohackers se multiplient de nos jours aux États-Unis, expérimentant sur du matériel biologique dans leur garage transformé en laboratoire, hors des circuits de la recherche universitaire ou des laboratoires industriels. Franck Damour dénonce l'intention cachée des joutes en génétique appliquée, réservée aux étudiants des premières années. Nourrir une vision de la science comme un bricolage technologique de très haut degré, loin de toute quête d'une connaissance. Les métiers de l'ingénieur et du savant se confondent de plus en plus, modifiant la nature de la recherche. De plus en plus, la science fait sans savoir ce qu'elle fait. Le scientifique n'agit plus sur des déterminismes identifiés et connus, il essaye, il devient lui-même un déterminisme. L'idée transhumaniste selon laquelle l'homme est lui-même le moteur de son évolution est déjà à l'œuvre dans les laboratoires. Il en résulte, selon Henri Atlan, un sentiment d'irréversibilité pour le meilleur et pour le pire, un affolement devant un processus de création artificielle collective et anonyme qui semble lui-même affolé, sans orientation autre que ce qui se dévoile après coup, techniquement faisable. Le bricolage appliqué aux manipulations génétiques est devenu au fil des années un des principaux champs d'investigation artisanale des biohackers. Ils reconnaissent que le risque de bio-erreur existe et qu'il n'est pas à exclure qu'une bactérie génétiquement transformée, particulièrement pathogène, leur échappe et se répande dans la nature. Mettons les choses au pire, la possibilité existe bien réellement que des individus mal intentionnés parviennent à produire dans des laboratoires de fortune de véritables bombes biologiques, dont les effets pourraient être bien plus dramatiques que les explosifs utilisés actuellement par les terroristes. Des virus de synthèse, dépourvus d'antidotes, et contre lesquels on ne pourrait être immunisé. Voilà quelques joyeuses perspectives. Pour les autres aussi. Mais c'est nos petits-enfants. Mais quelquefois, on voit dans la campagne présidentielle actuellement des pressions qui sont faites sur les hommes politiques pour qu'ils se prononcent sur la question de la continuation de l'expérimentation scientifique. On voit bien ça. Donc, il y a à certains moments, ils bafouillent complètement. L'annulation du genre. Ça rentre là-dedans. J'ai compris l'annulation du genre. Il parlait des bébés. Alors, nous allons maintenant embrayer sur le parcours un homme réparé, un homme transformé, un homme augmenté, et puis le post-humain. L'homme qui volait 1 million, on a commencé. Un homme réparé. Abordons le thème de l'intégration croissante de la technologie dans l'être organique.
À un premier niveau, citons les simples lunettes, les appareils auditifs qui réparent nos organes déficients, ou encore les exosquelettes qui ne sont plus réservés aux soldats américains ou français avec le modèle Hercule, mais sont désormais disponibles, même en location, pour tous ceux qui ont à soulever des poids importants, alors que leur musculature est déficiente. Dans ces trois exemples, l'intégration est minimale, l'appareil demeurant extérieur à l'organe et au corps qui bénéficie de son aide. Oscar Pistorius est sans doute l'exemple le plus célèbre de l'homme réparé, né sans péroné, en raison d'une maladie congénitale, amputé des 2 tibias dès sa première année. Ce sprinter sud-africain court muni de prothèses de fibres de carbone. On ne peut que se réjouir de cette réussite, mais si les performances offertes grâce à cet apport technologique surpassent les capacités de l'organe naturel, la tentation ne manquera pas de se faire jour pour une personne n'ayant nullement besoin de prothèse, de faire remplacer son organe naturel par un artefact plus performant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de volontaires. La difficulté est alors de marquer la limite entre la réparation d'un organe déficient, au moyen de la technologie, et la transformation, c'est-à-dire l'amélioration des performances humaines par la substitution d'un équipement technologique à un organe fonctionnant normalement. Ce qu'on appelle le cyborg, mi-humain, mi-machine, incarne l'idéal d'un être rendu plus performant par l'utilisation de prothèses électroniques et génétiques ou génétiques. Donc, on passe à l'homme transformé, le cyborg, c'est-à-dire cybernétique organisme. L'organisme cybernétique qui se définit comme une hybridation d'un être organique et d'un équipement technologique. Le tout est de savoir à quel moment il convient de parler d'hybridation. Les ordinateurs étaient à l'origine des machines très grossières et distantes, dans des pièces climatisées où travaillaient des techniciens en blouse blanche. Ils sont ensuite arrivés sur nos bureaux, puis sous nos bras, et maintenant dans nos poches. Bientôt, nous n'hésiterons pas à les mettre dans notre corps ou dans notre cerveau. Il est convenu de réserver le terme cyborg à un degré supérieur d'intégration corps-machine. En voici quelques illustrations. Le cas de Jess Sullivan et Claudia Mitchell, 2 Américains gravement accidentés qui sont équipés depuis 2005 et 2006 de bras bioniques. L'originalité est ici que leur prothèse est capable de capter des impulsions électromusculaires qui traduisent leur intention de mouvement, puis de transcrire ces contractions en commandes mécaniques. Donc de transformer la pensée en geste. La maîtrise de l'interface cerveau-machine permet de créer des liens directs entre le tissu neuronal et les machines. Un autre cas, en 2002, le docteur Mark Humayun a réussi à implanter une rétine bionique. Les signaux électriques d'une minuscule caméra montée sur des lunettes sont envoyés à une puce placée sur la rétine qui stimule le nerf optique. Rétine bionique. En octobre 2014, Larry Esther, 66 ans, atteint de rétinite pigmentaire, retrouve partiellement la vue grâce à un œil bionique qui lui a été implanté par une équipe de l'université américaine de Duke en Caroline du Nord. L'appareil traduit les données vidéo d'une caméra en impulsions électriques qui sont envoyées au nerf optique via un simulateur électronique implanté dans l'œil, créant ainsi une perception de motifs lumineux que le cerveau interprète comme des images. Donc on peut vous faire voir absolument ce qu'on veut. Autre cas, le premier cœur artificiel français Karma reproduit l'architecture du cœur. La prothèse dispose d'un système électronique lui permettant de s'adapter aux besoins du patient. Bon, depuis, on a retiré quand même le cœur Karma de la circulation. Oui. Oui, récemment.
Je me demande s'ils vont pas. Enfin, je pense qu'ils vont mettre- Ah ben ils reviendront à l'assaut, bien sûr. Mais tous les greffés sont décédés. Des nanorobots. On n'a pas encore vu ça comme prénom au moment du baptême, nanorobots, mais des nanorobots pourraient bientôt réparer nos désordres physiques et suppléer aux déficiences de nos organes. Ces nanorobots, donc de petits robots, feront partie de notre être organique au point d'acquérir le statut de naturel et ils seront incrustés en nous. Vous buvez dans un verre quelques nanorobots pour les expédier là où il faut. Dans tous les exemples cités, la technologie ne vient pas seulement réparer l'être humain, il s'agit de pallier les dysfonctionnements ou la dégénérescence de certains organes par l'implantation d'appareils ou de prothèses qui s'intègrent dans le corps naturel, le transformant par le fait même en un organisme cybernétique. Non, mais ce que je vous racontais sur les nanorobots, c'est pas de la blague, hein, vous lisez ça très couramment dans la littérature transhumaniste. On va bientôt pouvoir absorber des petites réalités toutes petites, microscopiques, qui iront faire du travail à l'intérieur. Alors faudrait lire beaucoup, travailler pour documenter l'affirmation, mais ça va arriver, ce genre de choses. Réfléchissons sur ces questions. De l'avis des spécialistes, il faudra prendre le temps nécessaire pour vérifier la manière dont les patients hybridés parviennent à intégrer ces types de prothèses dans leur schéma corporel. L'hybridation nous place en effet dans un corps mélangeant des données d'origine différentes. Ces techniques invasives provoquent des intrusions de l'enveloppe corporelle et participent aussi à la redéfinition du moi. La sensorialité et le sentiment de soi sont confrontés à une double information quand la technique est connectée indirectement au corps, comme dans le cas d'une prothèse mécanique. Mais lorsque la connexion est directe, comme dans le cas de l'implant cochléaire, au niveau de l'oreille, où les contacts de l'électrode stimulent directement les fibres nerveuses dans la cochlée, cela suscite une nouvelle activité cérébrale qui définit un schéma corporel. Pour Simon Sauce, il est illusoire de croire que l'identité personnelle pourrait se maintenir par-delà les transformations les plus radicales du corps et du psychisme. On le constate déjà avec les enfants sourds qui ont reçu des implants cochléaires. Ils ne sont plus sourds, mais ils ne font pas non plus partie du monde des entendants. On observe un clivage entre « j'entends » et « je reste sourd », entre un moi entendant qui émerge et un moi sourd qui perdure. La question des troubles identitaires se posera a fortiori dans le cas non plus de la réparation, mais de l'augmentation de l'humain. Avec le cyborg, c'est le corps naturel qui est remis en cause au profit d'une nouvelle ontologie du corps en tant qu'assortiment de machines programmées et reprogrammables. En réduisant l'individu à une machine à échanger de l'information selon le paradigme cybernétique des ordinateurs, rien ne le distingue de l'appareillage technologique dont il se trouve enrichi. Ainsi sans doute se trouve au mieux illustrée la proposition de Lacan selon laquelle la science est une idéologie de l'abolition du sujet. Pour Christian Godin, le projet transhumaniste trahit ici sa volonté de transgresser l'humanisme classique. Cyborg, machine organique ou organisme mécanique, notre successeur a deux ennemis qu'il déteste, la nature et la dualité. Pourquoi sont-elles haïssables ? Parce que nous n'avons pas créé la nature et que la dualité, c'est la domination. Que toute culture humaine repose sur la dualité, celle des sexes, de la vie et de la mort,
des valeurs du bien et du mal, du vrai et du faux, ne compte pour rien, puisque c'est avec cette culture-là, justement, qu'il s'agit d'en finir. Nous passons à l'augmenté, Human Enhancement, augmentation, un ensemble de procédures, méthodes ou moyens chimiques ou technologiques dont le but est de dépasser les capacités naturelles ou habituelles d'un sujet. La notion d'enhancement, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, recouvre 3 strates de signification qui, si elles ne sont pas couramment identifiées, sont néanmoins conceptuellement claires. Premièrement, l'amélioration des capacités humaines. Deuxièmement, l'amélioration de la nature humaine. Troisièmement, l'amélioration de soi. La première, l'amélioration des capacités humaines, est la plus visible. L'amélioration des capacités physiques, cognitives, de l'humeur, de la longévité, de la qualité du vieillissement, etc. La deuxième, amélioration de la nature humaine, portée par les transhumanistes, relève d'une discussion qui place le débat à un niveau philosophique, moral et politique. La troisième, amélioration de soi, présente ces technologies sous l'angle culturel de la recherche de l'identité et de l'accomplissement de soi au moyen de toute une panoplie de technologies d'amélioration visant à la transformation de soi. Psychopharmacologie, hormones de croissance, chirurgie esthétique, chirurgie de la réassignation sexuelle, etc. Régulièrement, on nous ressort des personnes qui ont été réassignées sexuellement comme nous montrant une voie d'avenir. Le transhumanisme ambitionne donc non seulement de réparer l'humain, de le transformer en cyborg, mais encore de l'augmenter, c'est-à-dire de lui donner accès à des possibilités nouvelles que la nature n'avait pas prévues, en faisant appel aux bio- et nanotechnologies. Kevin Warwick est célèbre pour ses études sur les interfaces directes entre les systèmes informatiques et le système nerveux humain. Il s'est greffé une puce électronique dans le poignet gauche, reliée à son cerveau par 100 microélectrodes connectées au nerf médian de son avant-bras. Il a pu ainsi commander un ordinateur ou encore une chaise roulante par la pensée. Après avoir enregistré l'activité nerveuse de son bras sur un ordinateur lorsqu'il le mettait en mouvement, il a réussi inversement à faire commander son bras par un ordinateur. Ça vous fait pas peur de vous documenter là-dessus? Non, il faut regarder ça. On est bien amusé de regarder. Mais non, il faut. Et encore, ça c'est... Ouais. Mais... Tout ce qu'on sait, mais tout ce qu'on ne sait pas encore. Oui, bah, bien sûr, oui. Donc voilà, l'homme augmenté. Limite. Ah ben de toute façon, on est déjà complètement sorti de cette perspective. Mais bon, on va continuer. Où va-t-on arriver? Donc on arrive sur le quatrième point, après l'homme réparé, l'homme augmenté, le post-humain. Le passage de l'homme augmenté au post-humain dépend des progrès dans le domaine de la recherche sur la création de la vie artificielle. Dans la version électronique de la revue Science du 21 mai 2010, le biologiste John Craig Venter et son équipe présentent une cellule vivante synthétique, ainsi désignée parce qu'elle est totalement dérivée d'un chromosome synthétique, fabriqué dans un synthétiseur chimique, d'après les informations stockées dans un ordinateur. Nous sommes cependant encore loin d'une cellule totalement artificielle, mais les avancées sont notoires et nourrissent l'espoir de pouvoir améliorer les formes de vie existantes. Ingénierie de la régénération tissulaire, par exemple. Voire créer de nouvelles formes de vie. Biologie synthétique. De nouvelles formes de vie plus performantes, plus puissantes et à la durée de vie supérieure.
il est désormais possible de commencer à tester des génomes artificiels conçus sur ordinateur en associant des biobricks, des briques génétiques préfabriquées en éprouvette. On joue, on s'amuse avec tout ça. Donc, pause réflexive pour réfléchir sur tout cela. Le refus du corps biologique, tel qu'il se présente actuellement, atteint ici son ultime conséquence. Le post-humaniste n'accepte plus l'humiliation d'être conditionné par un corps issu de l'union de deux gamètes, même si on a pris soin de sélectionner au préalable l'embryon le plus favorable. Fabriqué en laboratoire, il serait enfin et définitivement affranchi de la natalité, et donc ne devrait plus à personne la dette de sa venue au monde, vécue comme une donation originelle. Le problème avec le transhumanisme, confie un Franck Damour, c'est qu'il manque ce qui fait le propre, lui manque ce qui fait le propre de l'homme. L'homme ne s'est pas fait lui-même. Il a une origine, un don. J'insiste, sans qu'il y ait nécessairement un donateur. Par don, j'entends l'expérience d'être donné. La naissance est l'expérience fondatrice de la condition humaine, expérience de non-maîtrise. Je n'ai pas choisi ni demandé de naître. Expérience de dette, c'est un don que je ne peux compenser par un contre-don. Expérience d'altérité, je ne nais pas de moi-même, mais d'un autre. À travers ce refus de cette dépendance et de cette part de contingence propre à la natalité, l'individu post-humain refuse par le fait même sa dimension incarnée, ce corps qui lui est précisément donné par ses parents. Il ambitionne de devenir un esprit disposant d'un corps-machine, fabriqué en laboratoire, et de préférence dans un matériau non dégradable. Jean-Claude Guibault, philosophe, souligne que cette idéologie de rejet du corps, de rejet du réel, c'est aussi le rejet de ce que nous appelons le bonheur charnel d'exister. Les odeurs dans les bois, la lumière dans le lever de soleil, ce bonheur dans la concrétude des choses qui nous habitent. Évidemment, tout cela, dans le monde virtuel, nous le perdons, le rejetons, le dénigrons. Et je ne vous parle pas, dit-il, de l'idée que se font les technoprophètes de la sexualité. Une idée technologique de la sexualité. Ne prenez pas comme une petite anecdote l'apparition et la généralisation de ce qu'on appelle les sex toys, ces machines créées pour vous donner du plaisir. Ces machines vont devenir de plus en plus élaborées, certains prédisant la création d'un système où une électrode implantée dans votre cerveau vous permettra d'avoir un orgasme en appuyant sur un bouton. Ce sera beaucoup moins fatigant et beaucoup plus sûr. On ira donc. Comment ? Ils sont cinglés, les gens. C'est pas un transhumaniste qui parle, c'est Guilbault, philosophe, qui réfléchit sur les concepts employés. On ira donc jusqu'à techniciser et à rendre immatérielle la sexualité elle-même. Et surtout, à la réduire à une jouissance génitale narcissique, coupée du don de soi à l'autre, qui constitue pourtant la finalité de la sexualité humaine. L'important n'est plus la rencontre avec l'autre, ni l'exultation du corps, mais un instant de jouissance que l'on cherche à se donner virtuellement. Ce refus du corps se situe sur l'horizon d'une aspiration de plus en plus explicite à quitter notre monde réel, conditionné par l'inertie de la matière, pour se fondre dans un monde virtuel, créé de toutes pièces par l'imagination créatrice des individus. Peut-être pour ça que le bouddhisme est si en vogue, n'est-ce pas ?
En écho à ce rêve prométhéen, faustien, de fabriquer la vie, afin d'en disposer à notre gré, il est bon d'écouter les paroles de bon sens d'Hannah Arendt, nous mettant en garde contre ce réductionnisme. L'artifice humain du monde sépare l'existence humaine de tout milieu purement animal, mais la vie elle-même est en dehors de ce monde artificiel. Et par la vie, l'homme demeure lié à tous les autres organismes vivants. Depuis quelque temps, un grand nombre de recherches scientifiques s'efforcent de rendre la vie artificielle elle aussi, et de couper le dernier lien qui maintient encore l'homme parmi les enfants de la nature. Cet homme futur, que les savants produiront, nous disent-ils, en un siècle, pas davantage, paraît en proie à la révolte contre l'existence humaine telle qu'elle est donnée, cadeau venu de nulle part, laïquement parlant, et qu'il veut pour ainsi dire échanger contre un ouvrage de ses propres mains. Poussons plus loin avec un regard de foi. La réflexion croyante se doit de se situer sur l'horizon de l'anthropologie biblique. Or, pour la Bible, tant l'Ancien Testament que le Nouveau, l'homme se définit essentiellement comme l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. En précisant mâle et femelle, il les créa, la révélation affirme que ce n'est pas tel aspect privilégié de la nature humaine, comme par exemple sa rationalité, qui serait porteur de l'image, mais que c'est l'homme tout entier, dans toutes ses dimensions, spirituelle et somatique, qui est créé à l'image de Dieu. D'où il suit que l'homme n'a pas le droit de disposer arbitrairement de sa propre nature biologique. Certes, des interventions sur les parties du corps sont légitimes lorsqu'il s'agit de préserver la vie du corps tout entier, conformément au principe thérapeutique, principe de totalité et d'intégrité, qui suppose que, premièrement, les fonctions inférieures ne soient jamais sacrifiées, sauf pour un meilleur fonctionnement de toute la personne, et en s'efforçant de compenser ce qui a été sacrifié. Et deuxièmement, les facultés fondamentales qui font partie de l'être humain, à titre essentiel, ne soient jamais sacrifiées, sauf lorsque cela est nécessaire pour lui sauver la vie. C'est une citation tirée d'un document de la Commission théologique internationale intitulé « Communion et service, la personne humaine créée à l'image de Dieu ». Pour appliquer le principe de totalité et d'intégrité, il faut en outre que les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s'agir d'une intervention sur une partie du corps qui est soit affectée, soit la cause directe d'un problème qui menace la vie. Deuxièmement, il ne doit pas y avoir d'autres solutions pour préserver la vie. Troisièmement, les chances de succès doivent être proportionnées aux dommages que l'intervention peut causer. Quatrièmement, le patient doit donner son consentement à l'intervention. Toujours ce même document. Si la réparation des organes déficients est donc tout à fait possible dans les conditions précitées, l'augmentation ne semble guère envisageable, et encore moins toute forme de transformation qui ne tiendrait plus compte de la nature reçue du Créateur. Changer l'identité génétique d'un être humain en manipulant son génome dans le but d'optimaliser certaines caractéristiques est dès lors radicalement immoral, car cela impliquerait que l'homme ait tous les droits de disposer de sa propre nature biologique. Toujours ce même document. Anticipant les résultats de recherche dans ce domaine, la Commission théologique internationale ajoute « Le recours à la modification génétique peut produire un surhomme ou un être doté de facultés spirituelles essentiellement nouvelles est impensable,
puisque le principe de la vie spirituelle de l'homme, le principe qui informe la matière pour en faire le corps d'une personne humaine, n'est pas produit par des mains humaines et n'est pas sujet à la manipulation génétique. L'unicité de chaque personne humaine, en partie constituée par ses caractéristiques biogénétiques et développée par l'alimentation et la croissance, lui appartient intrinsèquement et ne peut pas être instrumentalisée dans le but d'améliorer certaines de ses caractéristiques. Un homme ne peut vraiment faire de progrès qu'en réalisant plus complètement l'image de Dieu en lui, en s'unissant au Christ et en l'imitant. Dans tous les cas, de telles modifications violeraient la liberté des personnes à venir, qui n'auraient pris aucune part aux décisions ayant déterminé leur structure corporelle et leurs caractéristiques de manière importante et probablement irréversible. Toujours ce document très intéressant de 2004. Voilà, on est dans le meilleur des mondes d'Huxley.